Aujourd'hui dans les ambassadeurs, Benjamin Netanyahou a rencontré Donald Trump à Washington. Au menu des discussions, l'Iran et le plan de paix israélo-palestinien. Solution à 2 États, Jérusalem gérée par une force internationale, implantation, crédit pour construire des institutions palestiniennes. Mike Pence a parlé de grands compromis à faire des 2 côtés. La crise humanitaire en Syrie, malgré la résolution de l'ONU, les discours de l'Europe et les assurances de Vladimir Poutine, 400 000 civils sont toujours sous les bombardements et craignent les attaques chimiques. Alors qu'un seul convoi en 5 ans a pu pénétrer dans la Ghouta orientale, le droit d'ingérence existe-t-il? Que peuvent vraiment faire l'opinion internationale et les puissances de la région pour faire cesser cette tragédie? 2 thèmes, 4 ambassadeurs et 1 voix, Léa Landman. Bonsoir mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouveau numéro des ambassadeurs. Avec nous aujourd'hui Freddy Ethan, vous êtes directeur au Centre des Affaires publiques de Jérusalem et premier ambassadeur d'Israël en Mauritanie. Yitzhak Levanon, vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en Égypte. Dr Gisèle Haddad, vous êtes journaliste et maître de conférences au Forum européen à l'Université hébraïque de Jérusalem. Et Maurice Fergan, vous êtes journaliste sur i24 News. Alors premier thème ce soir, le Premier ministre israélien a rencontré le président américain. Parmi les dossiers sur la table, le plan de paix. On écoute Donald Trump. Les Palestiniens, je pense, veulent revenir à la table de négociation. Malheureusement, s'ils refusent, il n'y aura pas de paix. Et c'est une possibilité. Mais je ne dis pas que c'est ce qui va arriver. Tout le monde dit qu'il s'agit d'un accord difficile à obtenir. Nous avons retiré Jérusalem de la table des négociations. Cela nous ouvre des opportunités. Nous essayons de parvenir à un accord depuis 25 ans. Nous travaillons tous ensemble. Nous convaincrons les Palestiniens de reprendre le chemin des négociations. Alors les leaders israéliens et palestiniens vont-ils finalement accepter et entamer des négociations malgré leur manque d'enthousiasme évident? Yitzhak Levanon. Je crois que c'est peu probable que ça arrive. Parce que ce qu'on est en train de voir, c'est que le président Mahmoud Abbas, il prend la ligne dure. Et il est appuyé aussi par les importantes instances palestiniennes au sein de l'autorité. Ceci ne veut pas dire que c'est une position politique, à mon avis, elle est erronée, parce que ça n'aboutira à rien. Les Palestiniens, et c'est sur ce plateau à propos, hier soir, on a discuté avec un dirigeant palestinien, ils veulent plusieurs choses qui sont, à mon avis, inconcevables. La première chose, ils veulent que le président Trump révoque sa décision que Jérusalem soit la capitale d'Israël. Je ne parle pas de l'ambassade. Et ceci n'est pas possible parce que le Congrès va s'opposer à cela s'il y aura un nouveau président à la place de M. Trump qui désire faire ce genre de choses. Et la seconde chose, ils ne veulent pas que les États-Unis soient les seuls qui puissent, disons, faire la médiation entre nous et les Palestiniens. Eh bien, si je regarde la carte internationale, je vois que ni la Chine, ni la Russie, ni l'Union européenne sont dans la possibilité de prendre le rôle des États-Unis. Parce que dans n'importe quel accord, on a vu ça dans le passé avec l'Égypte, la Jordanie et ailleurs, c'est pas seulement le papier qu'on signe, c'est pas seulement l'aspect politique il y a d'autres aspects économiques et financiers, et un appui politique, etc. La seule qui peut faire ça, ce sont les États-Unis. Donc si les Palestiniens continuent à dire non, je crois qu'il n'y aura rien du tout. Freddy Ethan, vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord, mais il faut savoir aussi qu'on ne sait pas grand-chose sur ce plan de paix, ce nouveau plan de paix. Nous savons plus ou moins les principes. Mais ce qui est important, c'est que la sécurité d'Israël, c'est qu'Israël maintienne donc ce qu'on peut dire une présence dans la vallée du Jourdain, on aura des frontières défendables, que Jérusalem soit la capitale donc non seulement du peuple juif mais aussi de l'État d'Israël. Et dans cet ensemble-là, je crois que nous devons poursuivre donc ce processus. Que les Palestiniens refusent, vous savez, ils ratent à chaque fois les rendez-vous de l'histoire depuis 1948, cela remonte bien longtemps. Et à chaque fois qu'il y a une opportunité, et il faut saisir cette opportunité. Parce que le président Trump est un homme d'affaires. Il veut faire des deals. Donc il veut, et ça ne veut pas dire que ce plan ne sera accepté par Israël. Ça, il faut aussi comprendre. Pas seulement par les Israéliens. Donc Benjamin Netanyahou se trouve avec un tandem qui est aujourd'hui unique
entre Netanyahou et Trump, et donc c'est l'occasion de soutenir l'administration américaine pour poursuivre ce processus de paix, et on ne pourra jamais, comme dit Lebanon, effectivement, on ne pourra jamais écarter, je dirais, toute intervention américaine dans cette région. Gisèle Adax, l'aspect israélien. En fait, pour le moment, j'aurais bien voulu être dans la conversation entre Trump et Netanyahou hier dans porte close pour voir ce qui s'est vraiment dit, parce que pour l'instant, on entend que qu'on veut ce qu'on entende sur un plan. Pour le moment, il n'y a pas de plan. Je voudrais bien le voir sur un papier et après savoir qui va l'implémenter dans une situation de politique intérieure aussi difficile en Israël en ce moment, vu les accusations contre Netanyahou. Sur le côté palestinien, au moins, il y a déjà un peu de progrès parce que Nabil Chat, le conseiller de Mahmoud Abbas, ce matin, disait en fait, on ne veut pas Trump seul. C'est déjà un progrès par rapport à il y a quelques mois. C'était clair, on ne veut pas les Américains et c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment le remplacer. Mais il disait il faut les Américains plus la Russie et l'Europe. Enfin déjà, au moins, ils ouvrent une porte pour voir en fait peut-être un ensemble de médiateurs pour y arriver à quelque chose. Il y a un principe que je crois ni les Américains ni les Israéliens ne bougent de ce principe-là. C'est qu'on ne peut pas imposer un accord sur les deux parties. Ça, c'est clair. Donc, les Palestiniens veulent faire une chose qui est complètement différente. Ils veulent une conférence internationale pour imposer. C'est pas seulement. Tout de même, il faut être attentif aux propos de Donald Trump qu'on vient d'entendre. Il a dit « Je ne pense pas que les Palestiniens ne veulent pas retourner à la table des négociations ». C'est quand même une remarque qui est importante. Maintenant, selon Trump, quel est le prix ? Alors, Maurice Ifergan, parlons des concessions. Vous pensez que Donald Trump a exigé des concessions de la part d'Israël sur le dossier palestinien ? Écoutez, moi aussi, j'aurais beaucoup aimé être dans cette salle pour entendre la discussion, mais d'après ce qu'on sait de ce qu'en a dit Benjamin Netanyahou, la question israélo-palestinienne a été traitée en à peu près un quart d'heure, ce qui laisse peu de chance à une discussion approfondie. Maintenant... Mais il y a eu des émissaires, ils étaient là, alors, on a traité, c'est pas par un entretien, absolument. Un entretien entre deux personnes qu'on va régler. C'est vrai que Benjamin Netanyahou a rencontré les deux conseillers du président, Kouchner et Greenblatt, avant l'entretien. On ne sait pas non plus ce qui s'est dit, mais de ce qu'on sait de ce qu'a dit Benjamin Netanyahou, on ne lui a pas présenté de plan de paix, on ne lui a pas présenté de calendrier. Par contre, il a été question des implantations, de ce que j'arrive à comprendre. Et de l'Iran. Maurice, je crois qu'il y a des choses qui sont... et qu'on peut comprendre parfaitement sans un grand effort. C'est pas possible, par exemple, que les Américains présentent un plan qu'ils donnent tous à Israël et rien aux Palestiniens. C'est pas normal. Parce que, bon, ils ont donné déjà Jérusalem et regardez la réaction des Palestiniens. Il y a d'autres sujets. La brouille entre Trump et Netanyahou sur l'annexion des territoires. Il y a des incompréhensions, il y a des questions... Non, ce que je dis, c'est que on peut s'attendre à ce que dans ce plan-là américain, lorsqu'il sera présenté, il y aura aussi des carottes pour les Palestiniens. C'est pas normal que ce soit tout. Alors, quelles sont ces carottes? Non, mais surtout pour l'instant, on parle de rumeurs. Les rumeurs qu'on entend ne présentent pas un nouveau plan de paix, donc pas un fameux deal du siècle. Freddy Ethan, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce deal? On ne sait pas encore. Je crois, écoutez, d'abord, il faut, je crois, différencier. Il y a un nouveau paradigme et une nouvelle, je crois, la donne a changé au Proche-Orient. Il faut comprendre que si le président Trump, pour la première fois, s'est rendu à Riyad et a rencontré plus de 40 chefs d'État arabes et musulmans, il faut dire qu'il veut changer complètement la donne. C'est-à-dire non seulement régler le problème palestinien, parce que si on règle demain le problème palestinien, ça ne veut pas dire qu'on va régler le problème de toute la région, y compris ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, et on va en parler tout à l'heure. Donc il y a là une situation qu'il faut voir l'ensemble. Quand on voit l'ensemble, on comprendra mieux. Si Salman était en Égypte et il va être évidemment dans d'autres pays, et donc le nouveau roi de l'Arabie Saoudite, il y a un changement. L'Israël est aujourd'hui vis-à-vis de l'Iran, il y a un changement. C'est vrai, mais comme le disait un de vos collègues, Shlomo Ben-Ami, la géographie dans les territoires, elle ne change pas. Et ce qu'on a entendu des fuites qui ont été faites par un diplomate français après des discussions au Caire,
des paramètres de ce plan de paix, ça ressemble fortement au plan de paix, paramètres Clinton. Il n'y a pas de grosse différence. Il y a quand même une différence, je vais vous dire pourquoi. Parce que Trump pense qu'on doit annexer une partie donc de ces territoires, c'est-à-dire ce qu'on appelle les blocs d'implantation. Et vous savez, dans les conversations qu'a eu Olmert et Barak, Arafat même avait accepté, même Mahmoud Abbas plus tard, avait accepté 2 ou 3% donc de la Cisjordanie qui est de 6000 km². Donc il y a une situation qu'on peut jouer, on peut faire quelque chose. D'autre part, il est clair que cet État, ce nouvel État palestinien doit être démilitarisé et la sécurité doit être sous le contrôle des Israéliens. Si c'est ça les principes, eh bien Israël accepterait donc ce plan. Alors je voudrais revenir à ce qu'a dit Yitzhak Levanon quand même, en disant qu'il faut demander des concessions aux Israéliens. Gisela Dax, aux Palestiniens, pardon, quelles doivent être ces concessions? Enfin, là, la question c'est plutôt si on retourne effectivement au principe de Clinton, ce qui vraiment, c'est ce qu'on a eu depuis 20 ans, qui était dans l'air, ça serait quand même assez étonnant. En même temps, je pense que les Américains doivent présenter quelque chose d'acceptable s'ils veulent être sérieux dans cette histoire-là. Si c'est juste pour mettre un autre papier sur la table, alors ça n'aura aucun sens. La question, c'est si là, effectivement, comme Netanyahou veut changer, ou Trump aussi, les accords nucléaires avec l'Iran, si du coup la dynamique régionale entre dans le jeu en disant, ben voilà, pour plus de pression sur l'Iran, de l'autre côté, on fait pression sur Israël en ce qui concerne les colonies ou les implantations. Ça, il faudrait voir. Enfin, pour le moment, je pense que les Palestiniens jouent leur jeu de dire, ben, on veut pas, d'après ce que Trump avait dit, on est dans une position de refus. Et en même temps, tout me paraît fragile. Enfin, l'État. Il ne faut pas oublier aussi qu'on se trouve dans une situation aussi intérieure palestinienne. Et il y a ce qu'on appelle la bataille de succession, donc entre Dahlan, Rajoub et d'autres. Il y a un problème grave au sein des Palestiniens. Il y a deux têtes. Il y a le Hamas qui refuse toujours de négocier. Donc c'est une complexité et donc on ne pourra pas régler très rapidement. On doit trouver des solutions intérimaires dans ce sens-là et je crois que par étapes on peut régler le problème palestinien. Mais si on veut donner aux Palestiniens sur un plateau d'argent un État sans rien, sans aucune concession de la part de Mahmoud Abbas, on n'arrivera à rien et on continuera à rater à chaque fois les rendez-vous de l'histoire. À mon avis, il faut regarder les dates. Et il ne faut pas oublier que l'ambassade américaine va s'ouvrir vers la mi-mai à Jérusalem. Les Palestiniens ne sont pas d'accord du tout. Secondo, le président Mahmoud Abbas a dit « Moi, je ne vais pas terminer ma vie comme étant un traître ». Il répète ce que Yasser Arafat avait dit aux Israéliens aussi. Donc, je crois que, tactiquement parlant, et si je parle d'une certaine logique politique ou d'une sagesse politique, les Américains, jusqu'à mai, ne vont présenter rien du tout. Absolument. Parce que ce n'est pas logique de présenter un plan et d'ouvrir une ambassade, parce que c'est catégoriquement faire de ce plan-là qu'on va présenter un plan moribond. Dernière question de ce débat. Les Palestiniens tablent sur l'Europe qui propose sa propre initiative. Ont-ils fait le bon choix? Vous savez, l'Europe aujourd'hui ne pèse pas lourd aujourd'hui. Et l'Europe a essayé de dicter plutôt que d'imposer un règlement, on le sait, par certaines sanctions ou par des résolutions que l'Union européenne dicte à chaque fois une solution. Donc je ne crois pas que l'Europe aujourd'hui, qui est aujourd'hui bien divisée, bien déchirée, a un poids politique. Elle a un poids toujours économique, mais sur le plan politique, je ne crois pas qu'elle pourra jouer un rôle. Elle peut évidemment influer ou influencer concernant par exemple l'Iran, ou si on peut réouvrir, comme on dit, donc le dossier iranien, ce qui est très important. Mais je crois que l'Iran est aussi un dossier que nous ne pouvons pas négliger. Je crois que dans les conversations entre Netanyahou et Trump, l'Iran a été vraiment en priorité des conversations. Merci pour ce premier débat. Deuxième thème ce soir, l'intervention humanitaire en Syrie et le droit d'ingérence. Une énième résolution du Conseil de sécurité et un feu vert de Vladimir Poutine ont permis un cessez-le-feu d'1 mois pour faciliter le transfert d'aide humanitaire et médicale aux civils. Un premier convoi de 46 camions est enfin entré hier dans la Ghouta orientale et a dû couper court à sa mission, assaillie par les bombardements. Monsieur Shaddad Malik, représentant du Haut Commissariat pour les réfugiés de l'ONU, a tweeté. On va regarder et on l'écoute.
Cela se passe à l'instant. Le convoi à destination de la Ghouta orientale se retire de Douma près de 9 heures plus tard. Nous avons livré autant d'aide que possible en plein milieu des bombardements. Alors la trêve, intervention humanitaire ou intervention politique? Freddy Ethan. Écoutez, d'abord, je crois que la terminologie est importante. Vous savez, il y a ingérence humanitaire, il y a intervention armée humanitaire, et il y a ce qu'on appelle la morale et le juridique. C'est-à-dire qu'il y a une question de moralité, de morale. Je vous donne un exemple. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, comme vous le savez, on a essayé donc dans ce qu'on appelait les camps de la mort, de bombarder les camps de la mort parce que c'était effectivement un devoir des Alliés concernant le massacre systématique par les nazis des Juifs. Donc on se posait la question. Deuxièmement, le droit, l'ingérence même a été évoquée lors, par exemple, de la crise au Biafra et puis plus tard en Somalie. Donc on a une situation de savoir comment faire. Et puis il y a la charte de l'ONU. Vous savez que le chapitre 7 de la charte de l'ONU dit qu'il est possible donc, quand il y a agression, d'intervenir sur le plan militaire. Mais dans ce qui se passe en Syrie, c'est tout autre. Parce que la Syrie est en situation depuis 2011 en guerre civile où il y a plusieurs acteurs, nombreux acteurs dont il y a un camp qui est dirigé par la Russie et qui est avec les forces loyales, ce qu'on appelle, et l'Iran, les combattants donc du Hezbollah. Et d'autre part, il y a un autre acteur qui n'est pas arabe, c'est la Turquie qui aujourd'hui est devenue donc un acteur contre les Kurdes. Donc tout ça est compliqué. Et Israël regarde ça d'une manière assez vigilante, mais quand même doit intervenir de temps en temps, et on l'a fait de temps en temps par des frappes très ponctuelles. Maintenant, comment faire dans cette route-là, dans cette enclave où vivent dans des conditions terribles plus de 200 000 personnes, comment faire pour les aider, pour apporter secours? Eh bien là, il y a les Alliés essayent de le faire. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que les bombardements continuent. Et le président Assad dit, cela n'empêche pas de continuer donc les bombardements. Donc je crois que non seulement la Russie doit cesser, parce que la Russie a la clé aujourd'hui de la crise syrienne, et ce n'est pas les Américains. Hélas, les Américains sont préoccupés par d'autres aspects concernant la Corée du Nord, et on sait très bien aussi, on peut parler d'ingérence militaire concernant la Corée du Nord. Donc il y a tout un ensemble, il faut être très très vigilant, et je crois que dans cette affaire, Israël, plus que jamais, doit voir les choses d'une manière la plus claire et sur le terrain, de voir comment Israël éviterait à tout prix donc une ingérence du côté surtout. Yitzhak Levanon. Surtout. Yitzhak Levanon, la crise humanitaire est grave et unanimement reconnue. Freddy Ethan vient de parler de devoir d'ingérence. J'aimerais qu'on s'éloigne des intérêts israéliens et qu'on se pose la question, est-ce que les grandes puissances n'ont-elles pas un devoir d'ingérence en Syrie? Devoir d'un côté, et la situation sur place, c'est une autre chose. Regardez, le cessez-le-feu qui a été déclaré dans El Ghouta. El Ghouta, c'est une petite partie dans la périphérie de Damas, c'est pas toute la Syrie. Et elle n'est pas imperméable. Et la preuve que ça continue. La seconde chose, et moi je suis pessimiste plus que mon collègue l'ambassadeur Freddy Ethan, je crois que ce n'est que le promo de ce qu'on va voir pendant 2018. Et je m'explique. 2018 ne va pas amener la paix en Syrie, mais très probablement qu'elle va amener vers la fin de l'année l'arrêt des activités militaires. Dans quel sens? La Syrie, les forces loyales de Bachar el-Assad vont attaquer Idlib pour libérer Idlib. Ils vont le faire avec l'aide de la Russie. Ils vont s'acheminer ensuite de Damas vers Daraa pour le faire. En ce qui concerne le Golan, il y a un accord américano-russe que les Hezbollah, les Iraniens, s'arrêtent 40 km ou 42 km de l'armistice qu'on a eu entre nous et la Syrie. Mais en fin de compte, ils vont continuer. Ce que les Syriens cherchent, je parle de l'armée syrienne, je parle du régime syrien, je parle de Bachar el-Assad, ou comme Freddy l'appelle, les forces loyales syriennes, c'est que cette population de 200 ou de 300 000, qui sont principalement des sunnites, quitte El Ghouta.
parce qu'ils cherchent, ce sont les forces royalistes, une continuité territoriale. Ils iront où? Ils iront au Liban. Il y a un problème, parce que la Syrie ne peut pas être détachée du Liban. Et c'est là le problème. La Syrie et le Liban ne vont pas être liés dorénavant depuis ça fait longtemps. Je ne suis pas d'accord avec vous. Ça fait longtemps. Je recentre le débat sur l'intervention humanitaire. Gisèle Dax. Peut-on intervenir humanitairement sans intervenir militairement? Yitzhak Levanon a l'air de penser que non. En fait, il y a des options qui sont assez limitées. Quand on regarde à l'Europe aujourd'hui, c'est vrai que là, on voit aussi les images, et pas seulement les images, on a les réfugiés. L'Europe est confrontée à une crise de réfugiés qui continue. L'Allemagne seule a donné depuis 2012 2,2 milliards d'euros en aide humanitaire pour la Syrie. Je ne sais pas combien est arrivé jusqu'après de cette somme-là. La chancelière Merkel et le président Macron, ils ont demandé en fait à Moscou maintenant de faire pression sur le régime d'Assad pour permettre que l'aide humanitaire puisse rentrer et puisse arriver aux gens. Mais les Syriens n'ont pas besoin de cette aide. Ils ont besoin d'arrêter les attaques. Mais j'ai l'impression que les Syriens, ils jouent sur ce rôle d'importance. Ils ont aussi une confiance qui a augmenté pour se dire, ben voilà, maintenant on va autoriser à faire entrer des camions. On peut parler d'ingérence uniquement quand on a une situation qui est maîtrisable. C'est-à-dire que là, on se trouve face à une poudrière. Celui qui veut maintenant intervenir militairement avec des motifs humanitaires peut-être excellents, mais intervenir maintenant, risque de faire exploser cette poudrière. Et on n'attendra même pas, disons, la fin 2018 pour voir les choses empirer. Ça risque d'arriver très très rapidement. Donc je ne vois pas très bien quelle est l'idée d'une ingérence humanitaire ou d'une ingérence militaire aujourd'hui en Syrie. À mon avis, ce serait seulement avec un accord d'Assad. Qui va intervenir pour une aide humanitaire avec l'accord d'Assad? Je ne parle pas d'une ingérence. Non, le problème est beaucoup plus... Je crois que là, il y a un problème beaucoup plus large et beaucoup plus grave. Le régime d'Assad va rester sur place parce que la Russie le souhaite et l'Iran aussi le souhaite. Donc, et même, je dirais, aujourd'hui, une partie de l'Europe, y compris Macron, parce qu'il n'a pas le choix, bien qu'on sait que la France a changé plusieurs fois d'avis vis-à-vis de la Syrie. Sur le dossier syrien, vous n'avez jamais évoqué les Américains. Non, parce que ni problème, leur présence, ni même leur volonté. Mais le problème, c'est Obama. Régionales arabes. Parce que ce n'est pas Trump, c'est Obama qui a commencé. Vous savez très bien que le président Hollande a voulu une intervention déjà en 2011. Et c'est Obama, à la dernière minute, qui a dit non. Et c'est à la dernière minute. Parce que les avions étaient déjà... Ils devaient décoller, pour vous dire. Donc il y a là... Obama, Macron et Merkel, ils disent qu'ils vont attaquer seulement sous le label des produits chimiques. Pas pour des causes humanitaires, pas pour sauvegarder la population civile. Ah, c'est là le problème. D'accord, on est d'accord, mais bien sauf qu'on parle d'attaques chimiques déjà en Syrie depuis 6 ans. Mais les attaques chimiques qu'on connaît depuis Nasser déjà au Yémen ont toujours été un atout, un casus belli pour attaquer, et c'est tout à fait légitime. Et c'est dans le contrat même de la charte des Nations Unies de pouvoir attaquer. Mais Freddy Ethan, on parle de ces lignes rouges, on a parlé d'attaques chimiques. Emmanuel Macron a assuré dans un communiqué, après une conversation avec Donald Trump, qu'il interviendrait en cas d'attaque chimique. Donc on a des lignes rouges dépassées. Les communiqués sont très bien, mais ce qu'il faut faire, c'est essayer d'arrêter Poutine. Et c'est Poutine qui a aujourd'hui la clé. Et Poutine ne cède pas très rapidement. Au contraire, il a essayé par tous les moyens. Qui va intervenir en Syrie pour arrêter le massacre à Ghouta? C'est actuel. On massacre les gens sur place. Qui va intervenir? Qui va le faire? L'ONU va intervenir. Non, l'article 7 des Nations Unies va intervenir. Donc il n'y a personne qui... Macron va intervenir. Donc qui va intervenir? Qui va intervenir? Non, mais personne ne pourra le faire. On a fait déjà au Kosovo, on a essayé. C'est ça le drame. Personne ne peut intervenir. Il n'y a pas de droit d'ingérence, il n'y a pas de possibilité d'ingérence. Non, mais il y a deux questions. La question juridique est là. La question juridique, on peut le faire. L'ingérence est importante. Même sur le plan juridique, elle est justifiée. Mais sur le plan moral, il n'y a pas. Et c'est pour ça qu'il y a une indifférence. Et cela rappelle les années sombres. Il y a une indifférence mondiale dans toute cette affaire-là.
là. Et on sait très bien quand il y a des massacres et des pauvres gens qu'on les voit, qui sont massacrés matin, midi et soir, le monde entier croise les bras et ne fait rien. Et c'est là qui est grave, et c'est pour ça que nous devons, nous, Israéliens, je reviens sur le plan israélien, voir les choses d'une autre manière. La fable de La Fontaine, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Et c'est là, on est dans une jungle, et effectivement, ça ressemble extrêmement à la situation à Srebrenica, en Bosnie. On est pratiquement dans le même cas de figure. Mais à Srebrenica, il y a eu le temps qui est intervenu. Qui va intervenir en Syrie? C'est la question. Parce que vous avez en face de vous l'Iran et vous avez en face... Peut-être les Turcs. Les Turcs font partie de l'OTAN. Les Turcs ne sont pas capables d'intervenir. Seuls les Américains. Et les Américains sont sur place dans une partie, la partie nord-est. Mais la position clé, c'est vraiment Moscou. Et la question va être qui va confronter Moscou. La position clé, à mon avis, c'est de s'acheminer aujourd'hui vers une solution politique. Merci, messieurs, dames. Nous devons malheureusement clore ce débat. Merci à tous d'avoir participé à ce numéro des ambassadeurs sur i24 News, que vous pouvez bien sûr revoir en replay sur i24news.tv. On se retrouve mardi prochain à la même heure pour un nouveau numéro des ambassadeurs.